écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jase. Avec Marie-Josée Lonval. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre podcast du CRFMV en jase, que vous pouvez écouter d'ailleurs sur Apple Podcast, Google Play, Spotify. C'est un rendez-vous qui vous est lancé à tous les 2 vendredis et qui s'adresse à la communauté militaire, à leurs familles, à leurs proches. Au CRFMV en jase, on parle principalement des services qui sont à votre disposition, absence et mutation, l'action bénévole, le programme d'aide à l'emploi, le département d'intervention psychosociale et enfance et jeunesse. Et je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui, on va s'arrêter dans le département enfance et jeunesse. On va prendre le temps de se poser des questions que la plupart des parents peuvent se poser aussi. J'ai l'impression qu'on va droit au cœur avec notre capsule aujourd'hui. La vie de parents militaires. Il va y avoir plusieurs volets d'ailleurs à surveiller dans les prochaines semaines sur votre podcast, le CRFMV en jase. Donc, notre capsule, principalement là, pour les plus petits aujourd'hui, on va parler, attention, du Terrible 2. Mes 2 invités aujourd'hui, il y a Audrey Charland. Audrey, bonjour. Bonjour. Audrey, j'aimerais que tu nous déclines tes fonctions au CRFMV, s'il te plaît. Oui, donc moi, au CRFMV, je suis à l'équipe intervention, donc à la même équipe que Véronique Morin, qu'on a pu entendre dans un précédent podcast. Je suis éducatrice spécialisée, en fait, pour l'équipe intervention. Donc, je travaille auprès de différentes familles, différents parents qui recherchent des trucs ou avec des enfants aussi qui ont des besoins particuliers, besoins spéciaux et qui ont besoin d'aide. Et également à tes côtés, Mathieu Bouchard est là. Mathieu, bonjour. Bonjour. On a déjà eu l'occasion de te recevoir dans nos podcasts, mais je te demanderai à nouveau de décliner tes fonctions au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Oui, en effet, la dernière fois, j'avais un petit peu plus parlé du volet paternité, mais aujourd'hui, je campe un peu plus mon rôle d'intervenant jeunesse. Donc, au centre de la famille, au centre de ressources pour les familles militaires. J'ai un rôle un peu plus pour les 6 à 17 ans. Donc, ça, c'est ma spécialité. Puis ça fait environ 8 ans que je travaille ici. Donc, j'en ai vu plusieurs des familles. J'ai vu plusieurs enfants, plusieurs ados. Donc, c'est vraiment un plaisir là, de se réunir aujourd'hui et de discuter d'un gros sujet, je pense. C'est un gros sujet. J'ai l'impression qu'on va peut-être lancer une coupe de bouée de sauvetage parce que Audrey, et la première question qui me vient en tête, le Terrible 2, là, quand l'enfant arrive à l'âge de 2 ans, là, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, est-ce que c'est un mythe, le Terrible 2? Le Terrible 2 n'est pas un mythe. En fait, n'est pas un mythe, mais n'est pas vécu chez tous les enfants. Donc, il y a certains enfants chez lesquels le Terrible 2 va ressortir davantage, où les réactions vont être plus grandes, et d'autres que ça va passer comme dans du beurre, qu'on les verra pas aller, puis qu'on fait comme « Ah, ben, me semble, j'ai passé au travers, puis c'était pas si pire que ça. » Mais pour certains, où est-ce que ça peut être assez intense, pour les parents, c'est vraiment une période qui est difficile. Une période qui est difficile parce que c'est une des premières périodes où est-ce que l'enfant va aller rechercher son autonomie. Donc, depuis qu'il est né, le bébé, en fait, il est surtout, on répond à ses besoins, puis les parents sont là pour lui, puis pour tout ce qui est nécessaire pour le bébé. Et là, à ce moment-là, vers 18 mois environ, qu'on commence à voir les premiers signes. Pour certains enfants, d'autres non. Bien sûr, il n'y a pas un enfant qui est pareil. Mais en fait, c'est qu'à vers 18 mois, il y a les premiers signes en fait de recherche d'autonomie. Ce qui fait en sorte que l'enfant peut avoir beaucoup de réactions et peut amener vraiment à avoir des comportements qu'on ne s'attendait pas comme parents. Mathieu, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? On ne l'a pas nommé tantôt, mais on est également parents. Donc, on est passé par là aussi. Donc, on sait un peu d'un aspect personnel et professionnel de commencer. Je me souviens de mon garçon là, qui voulait tout faire lui-même, verser son verre de jus. À 2 ans, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique et rapide, on va dire. Tu amènes quelque chose d'intéressant, Mathieu. Comment ça se présente, Audrey, le Terrible 2? Tu sais, quand tu dis recherche d'autonomie, Mathieu vient de donner un super bon exemple. Non, je vais le faire moi-même! Quitte à mettre la cuisine à l'envers, mais le Terrible 2, l'affirmation de soi, ça ressemble à quoi?
ça ressemble vraiment à ça. Non, non, à soi, c'est le premier mot qu'on entend. Cette phase-là, c'est le non. Non, 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 tout seul, non, moi tout seul, non, maman. C'est ce qu'on entend vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est ce qui nous dit, OK, ils sont vraiment rendus, ils veulent faire tout seul. En fait, toutes ces réactions-là, ça peut être vécu par des crises de colère, ça peut être vécu par la désobéissance, l'opposition. Souvent, on entend ça, hey, mon enfant, il s'oppose, il m'écoute pas, il fait toujours le contraire de ce que j'ai dit, il fait exprès, il veut me chercher. Tu sais, ça, c'est beaucoup de choses qu'on peut entendre chez les parents. Mon enfant, il fait mal aux autres. Ça aussi, on l'entend beaucoup. Fait que souvent, à cet âge-là, ben, les enfants peuvent taper, frapper, mordre, graffiner, tirer les cheveux. C'est tous des comportements qui, comme quand on est parent, puis comme Mathieu l'a dit, je le vis moi-même. Moi aussi, je suis maman de 2 jeunes enfants, dont une qui termine le Terrible 2 et l'autre qui le commence. Fait que c'est un en arrière de l'autre. Hein? Souvent, c'est ça aussi dans nos familles nombreuses qu'on peut voir. Donc, ces comportements-là, bien, souvent, on pense que c'est juste à nous que ça arrive, mais non, ça arrive vraiment dans toutes les maisons. Toutes les maisons vivent des moments où est-ce que il y a ces comportements-là. Puis comme parents, c'est vraiment difficile à gérer. Puis on sait comme pas trop qu'est-ce qu'on doit faire. Tu sais, des fois, c'est les premières fois que ça nous arrive, là, mon Dieu, que c'est choquant. Puis on se dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je dois tolérer? Et où ma limite? C'est la première fois où est-ce qu'on a à se questionner sur, justement, ma limite à moi, chez moi, c'est quoi? Les valeurs que je veux mettre en place chez moi, c'est quoi? Puis ça demande tout qu'un travail comme parent de dire, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends en charge? Parce que souvent aussi, ce qui arrive, c'est qu'avec la recherche d'autonomie, comme que je disais tantôt, il y a des crises de colère. Les crises de colère peuvent être aussi vécues, en fait, à la recherche d'autonomie. Souvent qu'ils veulent, comme Mathieu a dit tantôt, se verser un jus d'orange. Mais nous, comme parents, on se dit, ben voyons, il ne peut pas faire ça, il n'est pas encore capable. On ne laissera pas faire ça, il va y avoir du dégât partout, je vais devoir ramasser. Puis là, notre cerveau déboule. Puis là, on se dit, ben non, tu sais, on n'a pas envie de ramasser ça. Fait que là, on dit non. Mais là, l'enfant se frustre, vit une émotion qui est super intense. C'est dans les premières fois que l'enfant vit ses émotions de cette intensité-là. Là, je ne sais pas comment gérer l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Souvent, c'est là qu'on va voir les crises de colère. Il veut se faire entendre. Il y a une émotion qui est vécue, puis il n'y a pas les mots pour le dire. Il n'y a pas les mots pour exprimer que lui, il veut dire qu'il est capable, qu'il veut le faire, qu'il veut l'essayer. À 2 ans, mais ils n'ont pas tous les mots qu'ils peuvent utiliser pour être capables de nous exprimer qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Avant d'aller plus loin, Audrey, je pense que Mathieu a quelque chose à rajouter là-dessus. J'ai l'impression qu'on va avoir une expérience paternelle concrète. T'as bien vu, Marie-Josée. En fait, je voulais juste rajouter mon grain de sel puis dire que si on isole le cas que tu viens de nommer, ça a l'air pas si pire. Un enfant, ben, il veut verser son verre de jus, il veut pas faire une crise, c'est pas si pire. Mais là, je voulais juste, probablement, je me ramène un peu à cette Terrible 2, là. Mais je me souviens, moi, que c'était le verre de jus, c'était je veux pas cet ustensile-là, c'était je veux pas m'asseoir là à cette table, c'était je ne veux pas ce napperon, c'était. Donc là, si on y va juste avec le verre de jus, je suis pas si pire, mais là, c'est parce que dans le même 15 minutes, des fois, il peut y avoir 10 événements qui veulent donc son autonomie. Puis c'est là que ça vient nous titiller, hein, parce qu'en tant que parent, juste un événement comme ça, on gère, aucun problème. Et quand ça fait 48 dans ta journée, c'est là qu'on écoute un podcast sur le Terrible 2 puis que ça nous fait du bien un petit peu de normaliser nos émotions. Là. En tant que parent, là, tu te dis, OK, mon enfant essaye de parler, il essaye d'exprimer quelque chose. Je ne suis pas pour lui dire non, ça va le traumatiser à vie. Mais en même temps, là, si je commence à dire oui, mon enfant, puis oui, si ça va devenir le diable en personne. Effectivement, en fait, ben, tu renchériras, Mathieu, si jamais tu as quelque chose de plus à ajouter, mais effectivement, c'est vraiment ça. Je pense que la première étape, c'est comme parent, un petit peu comme ce que je disais au début, c'est d'aller déterminer qu'est-ce que nous, chez nous, on veut mettre à l'avant. Donc, déterminer sur quoi nous, on trouve que c'est important de mettre l'emphase. Par exemple, je peux donner un exemple personnel. Moi, ça me fait vraiment plaisir de le faire. Ma fille, beaucoup au niveau des
sais, qu'elle va aller faire mal aux autres quand elle n'est pas contente. Sa frustration, elle le vit vraiment comme ça, en mordant, en tapant, ce qui est vraiment pas facile à gérer. Et pour moi, ça a été déterminé que ça, c'est quelque chose qui passe pas. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais intervenir parce que ça, je vais mettre ça en place. Par contre, le fait qu'elle se lève 30 fois pour manger, puis ça, c'est vraiment par valeur puis par personnel. Dans chaque famille, c'est vraiment différent. Mais exemple, moi, qu'elle se lève 3, 4 fois, 5 fois de table le soir au souper parce qu'elle va aller chercher je ne sais pas quoi, sa cuillère, ci, ça, ou même si elle a déjà tout ce qu'elle a besoin à la table, puis que je le sais comme parent, mais que ça peut être frustrant qu'elle se lève au lieu de manger, bien à ce moment-là, moi, j'ai laissé tomber ce côté-là en premier pour vraiment mettre l'emphase sur les comportements qui, pour moi, étaient vraiment dérangeants. Je ne dis pas que je n'ai pas travaillé dessus par la suite, mais j'ai vraiment ciblé sur lequel je voulais travailler. Donc, c'est vraiment d'y aller à une chose à la fois, parce que sinon, c'est éparpillé partout. Puis nos attentes, comme parents, sont vraiment irréalistes, mais les attentes qu'on a envers nos enfants aussi sont irréalistes. Parce qu'eux, ils vont sentir beaucoup de pression puis ils vont avoir toujours l'impression d'échouer. Quand, comme parent, un des meilleurs trucs que je peux vous donner, c'est de vous assurer que votre enfant, en fait, il semble qu'il réussisse. De lui donner l'opportunité de réussir, autant dans nos interventions que dans nos attentes. De cette façon-là, pour nous, c'est beaucoup moins demandant, puis c'est beaucoup plus positif dans la maison. Et pour l'enfant aussi, il va vouloir... L'enfant, au bout du compte, il veut vous plaire. Il veut plaire à son parent. Il veut bien se comporter, mais souvent, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière les causes, le besoin derrière le comportement, il est important à les détecter et observer comme parents afin de mieux comprendre, mieux mettre les mots dessus, parce que plus que nous, on leur modèle le langage, plus nous, on leur nomme les mots, qu'on leur dit les choses qu'ils voient, qu'ils vivent, plus qu'eux, à 2 ans, vont être capables de les utiliser afin de s'exprimer. Puis petit à petit, plus que les mots, puis on le sait, à 2 ans, l'apprentissage du langage est exponentiel. Donc, à ce moment-là, plus qu'il va grandir, plus qu'il va avoir un langage, plus qu'il va avoir de vocabulaire, les crises vont avoir tendance à diminuer parce qu'il va avoir les mots pour les dire. Je ne dis pas que les crises ne seront plus là, mais il va avoir davantage de mots afin de s'exprimer pour dire les choses. Le CRFMV en jase. Ça jase de nous. On revient dans moins de 30 secondes. La capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com/Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. Tu sais, quand on dit l'expression « choisir ses combats », j'ai vraiment l'impression qu'on est là-dedans en ciblant justement ce sur quoi on va travailler. Mais quand tu dis « moi, j'ai laissé tomber, elle se lève plusieurs fois de table, j'ai laissé aller, je me suis concentrée sur autre chose, sur un autre problème, admettons que c'est des crises, là, je donne ça comme exemple. Comment tu as réussi à faire comprendre à ton enfant de 2 ans qui s'oppose absolument à tout ce que tu dis que des crises ou mordre un ami, c'est pas beau? Bien, en fait, tout dépendant de la situation, ça peut être différent. Par exemple, avec les crises de colère, quand que je voyais que la crise était vraiment pour une recherche d'attention qui est négative. Donc, quand vraiment je voyais que c'était pour ça, mais à ce moment-là, je préférais ne pas prêter d'attention à son comportement. Et aussitôt qu'elle se comportait bien ou qu'elle faisait ce que je m'attendais d'elle ou que là, justement, elle vivait l'émotion mais que c'était redescendu, bien là, je lui donnais de l'attention positive. Je la félicitais pour le comportement qu'elle avait. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment ça, moi, qui a fait en sorte que les crises de colère, en grande majorité, ont diminué. Par contre, il y a certaines fois où ces crises de colère ont amené au fait qu'elle pousse son petit frère, qu'elle le morde vraiment très, très fort à mettre des marques. Et là, à ce moment-là, pour moi, c'était non négociable. Puis ça, il y avait une limite qui était mise. Et à ce moment-là, ben, j'imposais en fait une période de retrait. Pourquoi une période de retrait? Moi, j'utilise vraiment cette technique-là à partir du programme Triple P. On donne des suivis, en fait, présentement au Centre de ressources pour les familles militaires, Triple P. J'accompagne des parents dans ce programme-là. J'offre des conférences aussi qui ont lieu presque à toutes les saisons. Donc, j'utilise vraiment
cette technique-là, en fait, qu'eux nous proposent, qui est quand il y a un comportement qui est plus grave ou quoi que ce soit, on met l'enfant en retrait. Dans ce temps-là, il y a une certaine structure à adopter. Donc, souvent, auparavant, on était dans le « t'as-tu réfléchi à qu'est-ce que t'as fait » ou t'es là pendant, exemple, je sais pas combien de minutes à genoux dans le coin. Là, c'est vraiment moins ça qui est prôné par cette approche-là. C'est de vraiment asseoir l'enfant sur la chaise au moment qu'il l'a fait, lui expliquer pourquoi il est là. Par exemple, tu as mordu ton frère, alors tu dois te calmer sur la chaise pendant, exemple, là, elle a 2 ans, donc 1 minute. Donc, tu restes sur la chaise pendant 1 minute pour te calmer. Et là, à ce moment-là, je me retire et je ne prête pas attention. Si jamais elle ressort, je vais la reporter sur la chaise, mais je ne lui dis pas un mot, jusqu'à temps qu'elle soit calmée pendant 1 minute. À mon retour, quand je reviens, là, à ce moment-là, je prends le temps de lui dire qu'elle a été dans 1 minute sur la chaise. Tu peux retourner jouer. Je te demande la prochaine fois de jouer doucement avec ton frère. Donc, je reviens pas sur la situation, je reviens pas sur le pourquoi du comment, je lui pose pas. T'es-tu calme? T'es-tu rendu calme, là? Souvent, on entend ça. Même nous, comme adultes, on se dit, recevoir ça comme ça après être calme, c'est un peu ordinaire. S'il est calme, notre enfant, on le voit, on l'observe. Donc, il est calme, j'ai pas besoin de ramener ça. Je vais vraiment juste lui dire, tu retournes jouer, je te demande de te comporter comme ça. Et là, aussitôt qu'elle se comporte bien, là, je prends le temps de la féliciter. Je lui dis, bravo, tu joues bien avec ton frère, vous jouez ensemble, tu partages tes jouets, je suis fière de toi, bravo. Puis Mathieu, ça se passe comme ça chez vous? Là, encore une fois, juste, je t'avais dit 1 minute, je pense aux parents qui ont peut-être encore jamais utilisé cette technique-là. Puis, pour vrai, elle fonctionne. Je suis très d'accord avec toi, Audrey, c'est une méthode qui fonctionne, qui va bien. Par contre, attendez-vous peut-être à ce que les premières fois, votre enfant, ça ne tente pas de s'asseoir sur sa chaise. Hein? Puis là, tu disais d'aller le reporter. Très bonne technique. Mais après, prévoyez le faire plutôt. Ça peut être 1 demi-heure de temps. Puis 1 demi-heure, ça peut être... C'est long, 1 demi-heure d'enfant de crise. Mais c'est 1 demi-heure bien investie parce que le lendemain, ça va être 20 minutes. Puis le surlendemain, ça va être 15. Puis après ça va être 10. Puis ça va diminuer de plus en plus, juste à que l'enfant, il s'adapte, puis il comprenne justement votre méthode. Fait que c'est pas de l'utiliser une fois puis de la mettre en échec tout de suite quand ça ne fonctionne pas, mais c'est de persévérer aussi dans cette méthode-là. Audrey, tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fait, je veux vraiment pousser sur ce que Mathieu dit. C'est exactement ça. Souvent, quand on commence et qu'on veut utiliser cette technique-là, il faut qu'on soit prêt à gérer la tempête. Parce que les premières fois, c'est une tempête. Il ne comprend pas pourquoi il est là. C'est pour ça aussi que d'emblée, c'est super important de prendre le temps d'expliquer à l'enfant qu'est-ce qui va se passer, mais avant qu'il soit en crise, dans un moment où il est calme. Si vous voulez mettre ça en place, prenez le temps de l'expliquer avec votre enfant. Maintenant, ça va être cette façon-là qu'on va faire pour telle raison. Puis, l'enfant va comprendre, mais les premières fois, il va réagir. Plus que ça va, plus qu'on le fait, plus qu'on l'utilise, moins qu'il y a cette réaction-là parce qu'il sait à quoi s'attendre. Et d'où l'importance, comme ce que Mathieu disait, de persévérer parce que ça va démontrer votre constance puis votre cohérence. Ça va toujours être la même chose. C'est ça que vous allez appliquer. Donc, à ce moment-là, c'est là que les comportements vont avoir tendance à diminuer. Par contre, cette technique-là, puis là, je ne l'ai pas avec moi, mais... dans le fond, c'est que le Triple P a une pyramide, en fait, des stratégies. Ce qui est important, c'est que si on met la période de calme ou la période de retrait en place, selon la pyramide des stratégies, puis je vous encourage vraiment, si jamais vous me questionnez de quoi je parle, à participer, en fait, aux conférences Triple P. Ça peut vraiment être pertinent parce qu'on en reparle. Donc, à Québec, je sais qu'il y a plusieurs opportunités de pouvoir les suivre, puis surtout maintenant, avec les vidéoconférences, c'est plus facile. Mais tout ça pour dire que ce qui est important, c'est d'avoir une base au niveau de la relation avec l'enfant. Donc, d'être capable de passer des moments de qualité avec son enfant, de parler, d'avoir des moments de discussion avec son enfant, d'y montrer de l'affection, de l'amour, de lui donner de l'attention, de féliciter, de lui offrir des activités à faire. Parce que si ça, c'est pas ça, votre relation n'est pas là, il n'est pas possible de mettre des conséquences appliquées plus haut. En tout cas, il ne sera pas enclin à vouloir vous écouter. Tu sais, quand tu parles de l'état d'esprit de l'enfant, es-tu calme? Tu sais, dans le fond, on le voit avec nos yeux. Mais le parent, lui, quand on applique ça à l'enfant, on l'assoit, on lui dit, tu as 1 minute, on explique pourquoi tu as mordu ton frère. Le parent, là, on ne peut pas dicter dans quel état d'esprit il va être. Mais dis-moi, Audrey, sur quel ton on dit ça à l'enfant? On est directif? On est gentil mielleux? On est comment pour bien se faire comprendre?
pas exagérer, puis marcher sur la bonne ligne, parce que c'est pas facile, l'émotion est ressentie par le parent aussi. Là. Vraiment, en fait, les deux mots seraient calme et ferme. C'est d'être calme, mais être ferme dans qu'est-ce qu'on demande. Donc, c'est pas nécessairement être autoritaire, c'est vraiment de la fermeté, de la constance pour que votre enfant il voit que vous niaisez pas. C'est vraiment ça que vous lui demandez. Mais en même temps, si vous sentez que, j'aime vraiment le point que tu amènes, Marie-Josée, parce que si vous sentez que l'émotion monte, que vous-même vous êtes en colère, bien à ce moment-là, là, je reviens à ma pyramide, c'est une des stratégies qu'il y a, mais c'est à vous de montrer l'exemple. Si vous êtes trop en colère pour gérer cette situation-là, permettez-vous de vous retirer. Puis, au pire des pires, ça sera repris à un autre moment donné. Mais si vous-même, vous êtes trop en colère, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit pour amener cette stratégie-là, on va utiliser d'autres stratégies à la place. Oui, Mathieu? Oui, ben, je suis d'accord aussi. Puis, ces enfants-là, ces petits 2 ans-là, ben, c'est des éponges. Hein. Fait que ce que vous faites, ils vont le faire. Fait que si vous vous retirez, c'est pas un échec. Votre enfant, votre garçon, votre fille, pourrait inconsciemment voir que, OK, ben c'est bien de prendre un moment, de se relaxer, puis de revenir après plus calme. Donc là, vous lui montrez exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Si vous êtes dans la colère, puis dans le criage, puis dans les yeux, les gros yeux méchants, mais c'est sûr que là, votre enfant, il voit ça aussi. Puis là, il va faire, ben, crème, si papa le fait ou maman le fait, ben moi, je vais le faire aussi. Tu sais, ça fonctionne, je vais le faire à mon ami, je vais le faire à ma cousine, à mon cousin. Fait que là, il va prendre ce comportement-là, puis il va l'appliquer un peu partout. Donc, vous êtes des modèles. C'est plus facile à dire qu'à faire, des fois, de ne pas se choquer, mais un travail d'introspection, de se regarder en tant que parent, c'est toujours bénéfique. Là. Les podcasts, c'est le fun. Votre agréable balado-diffusion reprend dans quelques instants. La capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com/Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. Ce que je trouve important de vous dire, c'est qu'il n'y en a pas de parents parfaits. On en a tous des moments. J'ai des outils. Je travaille là-dedans tous les jours et moi-même, il m'arrive de laisser. Moi, je dis souvent ça, je laisse mon coffre à outils dans le garage des fois quand j'arrive le soir. Pourquoi? Parce que je peux être stressée par le travail, parce qu'il m'arrive quelque chose personnellement, émotionnellement, je suis moins disponible. Donc, à ce moment-là, j'arrive le soir puis malheureusement, c'est mes enfants qui écopent. Malheureusement. Mais ça arrive. Puis de s'exiger la perfection, c'est pas plus bénéfique pour nous parce qu'on se met un stress, puis notre stress nous empêche d'être encore de meilleurs parents. Souvent, j'ai entendu d'une collègue de travail un jour qui m'a dit, tu sais, si on se permet d'être 80% du temps correct, puis 20% qu'on l'échappe un peu, c'est un bon ratio. C'est vraiment un bon ratio. Puis ça m'a vraiment resté. Puis j'ai fait comme, ah, ben oui. Parce que souvent, vois-tu, quand on parle, puis je suis certaine que je parlerai à la majorité des parents et beaucoup de parents même que je peux avoir en suivi, la majorité du temps, là, on est bien en haut du 80. Puis on peut se donner une belle petite tape dans le dos. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre, je pense, de se relâcher un peu sur cette pression-là. Puis quand on en fait des gaffes, on en fait toutes des gaffes comme parents, ça nous arrive. Une année, le ton, il monte un petit peu trop, puis là, tu fais comme, if boy, je viens de l'échapper, là, c'est pas super hot. Mais à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est de reprendre ça, faire un retour avec votre enfant. Vous permettre vous-même, un peu comme ce qu'on disait avec Mathieu tantôt, tu sais, les enfants, c'est des éponges. Ils nous regardent, on montre l'exemple. De reprendre avec eux en disant, écoute, maman ou papa, ben, on l'a échappé un peu, hein, j'aurais pas dû crier après toi. Je m'excuse, la prochaine fois, je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais essayer de me reprendre autrement. Je m'excuse, ça m'appartient, c'est pas de ta faute, c'est vraiment de ma faute. Fait que juste de le reprendre de cette façon-là, ben, souvent, c'est terminé. Tu sais, l'enfant va avoir appris à faire des retours, puis à ce moment-là, on peut se permettre, on lui montre l'exemple qu'on s'excuse, on accepte nos torts, puis on va se reprendre, puis que la prochaine fois, on va faire mieux. Fait qu'au bout du compte, on donne un exemple qui est très positif malgré une situation qu'on a échappé puis qui nous a glissé un peu entre les doigts. Mathieu et Audrey, la discussion sur le Terrible 2, j'ai l'impression qu'on pourrait... il doit y avoir 1 million de facettes différentes
parce qu'il y a autant de cas d'enfants différents. Ça se vit de différentes façons. Je suppose que ça peut être différent, par exemple, pour des parents qui sont séparés. Quand papa gère une semaine le Terrible 2, quand maman le gère une autre semaine, ça ne doit pas être évident non plus. Qu'est-ce qu'on fait si le Terrible 2 a décidé de signer pour 6 mois de plus, puis il y a prolongation avec tout ça? Quand ça finit plus de finir, qu'est-ce qu'on fait? En fait, le meilleur conseil, en fait, que je pourrais vous donner, ça serait de persister puis de la constance, de garder vos règles, d'y aller une chose à la fois. C'est vraiment ça qui, pour vous, ça va être mieux. Ça va être plus facile par la suite de mettre en place des choses puis de voir des changements. De rester positif dans vos interventions. Parce que si vous restez positif, vous avez vraiment cette approche-là. Je vais te laisser enchérir là-dedans, Mathieu, mais la façon Google de donner nos consignes, ça peut être une super façon, en fait, d'amener du positif et juste dans la façon de voir les choses. Comment est-ce que je peux amener mon enfant à avoir le bon comportement au lieu de punir le mauvais comportement? Je vais laisser Mathieu enchérir sur ça parce que je ne veux pas voler le punch, mais après, par la suite, je peux revenir sur certains petits trucs aussi pour bonifier tout ça. Oui, mais en fait, c'est ça, tu as parlé de la méthode Google. Fait que vite de même, qu'est-ce que c'est ça? Hein? On ne sait pas c'est quoi. J'ai vu tes yeux, Marie-Josée, mais qui se posaient des questions avec des points d'interrogation. Mais en fait, c'est dans la manière qu'on fait des demandes, je vous dirais, peu importe l'âge de nos enfants, que ce soit 0 à 30 ans, je ne sais pas, mais je pense que peu importe l'âge de l'enfant, ça va être bénéfique. C'est si vous faites une recherche sur Google, puis vous écrivez bleu, par exemple, puis que vous avez en tête un bleuet, par exemple, ou les schtroumpfs, je ne sais pas là. Mais est-ce que la recherche bleue va trouver automatiquement ce que vous cherchez? Probablement pas. Donc, vous avez été trop vague. Donc, si on transpose ça à l'enfant, puis on lui dit « sois grand », soit sage, soit fort, soit... Donc là, c'est des termes ultra vagues qui, dans une tête d'enfant de 2, 3, 4 ans, il dit, bon, OK, sois grand. C'est quoi être grand? C'est qu'est-ce que mon parent me demande en ce moment? Est-ce que, là, je comprends pas. Donc là, la méthode Google, c'est de spécifier. Donc, quand vous faites une recherche sur Google, vous mettez plusieurs mots-clés, plusieurs termes pour en arriver à votre résultat recherché. Donc, on transpose ça pour l'enfant, c'est d'être clair dans ce qu'on attend de lui. Si vous êtes dans un souper entre amis, puis il commence à se lever sur sa chaise, à vouloir grimper sur la table, hey, il faut que tu sois un grand garçon, là, arrête. OK, arrête quoi? Il n'a peut-être pas compris, lui. Un grand garçon, c'est quoi? OK, c'est quelqu'un, reste assis, s'il te plaît, j'aimerais pas ça que tu te lèves, c'est dérangeant. Donc là, c'est déjà un petit peu plus clair à ce niveau-là. Puis, j'aimerais faire, c'est ça la technique Google, que je trouve quand même super intéressante. Puis, je remets un peu les louanges à Nancy Doyon. C'est elle que j'ai tiré cette technique. Peut-être mentionner, là, tu pourras faire du pouce là-dessus, Audrey, mais c'est sûr qu'on n'en parlera pas forcément en profondeur, mais il y a des enfants qui ont d'autres défis aussi, qui viennent des fois mélanger les cartes un peu au Terrible 2. Tu sais, on parle par exemple, d'un TSA, quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme, mais peut-être qu'on va intervenir différemment. Si vous voyez là, justement aussi que ça fait 6 mois de plus, là, on vous invite aussi à aller chercher de l'aide, à aller voir un professionnel pour avoir du soutien à ce niveau-là. Puis, on parle aussi de parents de vie militaire. Tu sais, on parle de militaires, donc des familles militaires qui vivent des déploiements, des changements, des postings, des restrictions imposées. Donc, name it, il y en a plein, mais donc ces enfants-là, c'est sûr que ça peut amener certains défis aussi. Un papa ou une maman qui s'absente plus souvent, c'est des enfants à cet âge-là ça demande de la stabilité. Puis, donc ça, des fois, ça peut mener à chambouler, puis ça peut rendre un Terrible 2 une petite coche au-dessus. Ça peut arriver. Là. Et effectivement, en fait, ce que tu dis, Mathieu, c'est complètement ça. Tu sais, tantôt, on parlait de la gestion des émotions, puis tout ça. Souvent, un enfant, puis ça, peu importe quel âge, vraiment, on met vraiment ça de tous les âges d'un enfant qui vit l'absence d'un de ses parents, que ça soit de peu importe quelle façon. Donc, puis là, dans la réalité militaire, dont je fais partie aussi, donc c'est quelque chose aussi que je vis à la maison, ça peut dédoubler, en fait, ces crises-là, parce que leurs émotions
qui ne sont pas capables de mettre les mots déçus parce qu'ils ne comprennent pas pour l'instant, en fait, cette émotion-là, d'ennui, qui a de manque de l'autre personne, ah, tu sais, mon papa ou ma maman, je l'aime beaucoup, il n'est pas là, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas là aussi longtemps. Et la notion du temps aussi pour les enfants n'est pas encore, en tout cas à 2 ans, vu qu'on parle du 2 ans, mais à 2 ans n'est pas encore là. Donc, pour eux, ça devient interminable, puis ils ne comprennent pas. Donc, à ce moment-là, les émotions sont encore plus fortes, puis il va y avoir des réactions peut-être encore plus fortes. Donc, si l'enfant avait déjà un Terrible 2 assez présent, l'absence d'un des parents peut amener encore des réactions beaucoup plus grandes. Donc, à ce moment-là, nous, comme parents, on se sent encore plus déstabilisés. Puis, ça nous amène aussi à faire comme, ben mon Dieu, je suis toute seule à gérer ça parce que là, le conjoint ou la conjointe qui reste à la maison, à ce moment-là, doit gérer tout le reste, plus des crises qui sont là en plus. Donc, c'est tout qu'un défi. Est-ce que vous auriez des outils à donner? Tu sais, concrètement, on arrive comme la technique Google. Moi, je mets ça dans ma petite poche. Je sais que ça va me servir longtemps. Mais est-ce que vous avez des outils, peut-être je sais pas, des sites Internet qu'on pourrait suggérer aux personnes qui nous écoutent, peut-être référer à, évidemment, le crfmv.com pour rentrer en contact avec vous? Qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer comme lecture ou comme site à visiter? Naître et grandir est toujours une belle ressource pour les parents qui peut donner diverses façons de faire les choses. J'ai aussi trouvé quelques outils comme parents que je pourrais vous énumérer si jamais ça vous tente. C'est un article en fait que j'ai trouvé sur nannysecours.com. Donc, je vous énumère quelques petits trucs qui peuvent vous soit prévenir ou soit vous aider à intervenir dans certaines situations de crise ou d'opposition, en fait, si on le dit comme ça, de Terrible 2, en bon québécois, de testage de limites. Donc, voici ce que Nanny Secours nous donne, en fait. Donc, prévenir du début ou de la fin d'une activité. Donc, souvent, un enfant, quand ça va être prévenu d'avance, va avoir tendance à diminuer ses comportements. Il va savoir à quoi s'attendre. Je vous mets dans l'exemple, tu es dans le salon, ton chum, il trouve que c'est assez que tu écoutes ta série télévisée, prends la télécommande, ferme la télé. Ta réaction comme adulte, c'est quoi? Ben, c'est comme, hey, qu'est-ce que tu fais là? Voyons. Mais nous, comme adultes, on est capable de le verbaliser, faire comme, voyons. C'est quoi ça? Puis là, exemple, ton conjoint ou ta conjointe te dit, ben, c'est parce qu'il faut partir, on s'en va là, on a un rendez-vous à telle place. Mais tu n'as pas été averti d'avance. Comme adulte, tu vas être frustré, mais il faut s'imaginer que notre enfant aussi, ça va être la même chose. Oui, on est comme parents, on décide un peu plus de la routine, de tout ça, comment ça va, mais quand il est prévenu d'avance, puis qu'il sait où est-ce qu'il s'en va, qu'est-ce qui s'en vient dans sa journée, souvent les comportements vont être vraiment diminués. Aussi, nous permettre d'offrir des choix à notre enfant. Tu sais, ça nous permet, on peut appeler ça, je mets ça encore en parenthèse, des faux choix. Fait que, par exemple, dire, tu veux le verre jaune ou le verre rouge? Tu veux prendre ton bain ce soir, est-ce que c'est avec papa ou avec maman que tu y vas? Des petits trucs comme ça où est-ce qu'on lui donne des faux choix. Donc, il y a le choix. Donc, il y a un certain bout de contrôle, un certain bout d'autonomie qu'il peut avoir. Donc, ça répond à son besoin d'autonomie pour l'enfant. Mais en même temps, ça laisse le contrôle de son bain, il faut qu'il le prenne. Qu'il le prenne avec papa ou maman, c'est pas grave, mais il faut qu'il prenne son bain. Par rapport à ça, justement, la façon qu'on donne les consignes d'utiliser le « est-ce que ». C'est peut-être pas la meilleure idée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous nommez « est-ce que », vous donnez la possibilité à votre enfant de vous dire « non ». Puis quand il vous a dit « non », mais vous avez posé une question. Donc, il faut assumer le fait qu'il a répondu « non ». Donc, à ce moment-là, peut-être de se permettre de vraiment offrir des choix ou de s'assurer que dans notre formulation comme parent, on n'offre pas le choix si on n'a pas envie de lui offrir le choix. Aussi, de leur donner des petites responsabilités. Ils aiment ça, les enfants, se sentir utiles. Puis encore une fois, ça répond à leurs besoins d'autonomie. Comme je disais tantôt, de stimuler le langage, ça peut vraiment être une bonne idée pour qu'ils apprennent à s'exprimer et que tranquillement, ils puissent dire des mots. Et juste par rapport aux émotions, vous permettre de nommer l'émotion que votre enfant vit, ça va développer son intelligence émotionnelle et lui-même va finir par utiliser ces mots-là. Lui, c'est « Ah, je suis fâché, j'ai de la peine » au lieu d'exploser comme qu'on peut voir certaines fois. D'autres fois, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand la situation s'y prête, c'est de détourner son attention pour lui changer les idées. Des fois, là, ils sont comme trop pris, ou soit par excitement, par colère ou une émotion, mais de prendre le temps de faire comme « Hey, viens-t'en, on va aller faire autre chose », mais ça peut permettre de désamorcer une crise.
Utiliser l'humour pour dédramatiser, c'est toujours gagnant aussi. Comme que je vous disais tantôt, des fois, quand il y a des crises, d'ignorer intentionnellement ce comportement-là pendant que la crise se passe, soit qu'il va faire vraiment pour un comportement mineur qui est pour de la recherche d'attention négative. À ce moment-là, vous ignorez, mais de ne pas oublier de renforcer après, de féliciter. Mais surtout, de prendre le temps d'observer le comportement de votre enfant pour être capable de détecter où est la cause du comportement et quel est le besoin de mon enfant derrière son comportement. Parce que derrière chaque comportement, il y a un besoin. Donc, le site, c'est Nanny Secours, hein, c'est ça? Oui, nannysecours.com. Ça, c'est un très bon site à retenir. Est-ce qu'il y en a d'autres, des publications ou des articles qu'on pourrait aller voir, qu'on pourrait consulter, puis aller chercher de l'aide peut-être un peu plus personnalisée? Dans vos recherches Google, vous pouvez faire Nancy Doyon. Nancy Doyon, c'est une bonne référence que je peux vous donner. On n'a pas de commanditaire pour elle, là, mais je vais juste vous dire que c'est une bonne référence que vous pouvez avoir, de vraiment prendre le temps de prendre ce qui vous fait du sens. Puis souvent, moi aussi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est de respecter vos valeurs par rapport à ça, vos valeurs familiales. Vous, qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant? Des trucs, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est vraiment de vous permettre d'être collé justement, mon Dieu, je répète valeurs, mais à vos valeurs parce que vous voulez pour vos enfants. Je peux donner l'exemple aussi simple que le dodo. Il y a des parents pour qui le 5, 10, 15, c'est quelque chose qui veulent absolument puis qui mettent sur place ou quoi que ce soit. Puis il y en a d'autres pour qui c'est quelque chose de sensible puis ne veulent pas laisser leur enfant pleurer. Puis ça, c'est bien correct, c'est de se respecter là-dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer, Audrey, ce qu'est le 5, 10, 15? Le 5, 10, 15, en fait, c'est les parents qui choisissent, en fait, quand ils vont coucher l'enfant, de le laisser pleurer 5 minutes, après ça, d'aller retourner le voir après 10 minutes et après ça, après 15 minutes. Personnellement, si je peux me permettre, ma propre opinion, c'est moins, tu sais, quand je vous disais que c'est des différentes valeurs, c'est moins ma tangente. Parce que moi, derrière les pleurs d'un enfant, je vois un besoin d'affection, je vois un besoin de réconfort. Et pour moi, ça me parle moins. Par contre, pour d'autres parents, ça va vraiment être quelque chose sur lequel ils croient, puis qui se disent non, c'est comme ça, c'est l'heure du dodo, c'est comme ça se passe, puis c'est correct aussi. Il n'y a vraiment pas, il y a pas une façon d'élever les enfants. C'est vraiment de clairement prendre la réflexion de dire qu'est-ce que moi je veux pour mes enfants. Mathieu et Audrey, j'ai passé un très beau moment en votre compagnie. J'espère qu'on a aidé plusieurs personnes à y voir plus clair, les aider à naviguer dans un moment qui n'est pas facile, on va se le dire. Je n'ai pas parlé beaucoup de mon expérience personnelle, mais je peux réduire ça à un mot, enfer. Puis je trouve que si j'avais eu ces outils-là, j'ai l'impression que j'aurais peut-être mieux navigué, mieux réagi, mais comme on n'est pas dans les chaussures de personne d'autre, c'est certain qu'on vous donne des outils. C'est à vous de faire de votre mieux puis de faire votre possible avec ce que vous avez. On va se reparler bientôt parce qu'il va y avoir un deuxième volet à vie de parents militaires. Quel sera notre prochain sujet? Ça va être le réseau d'amis au primaire. Merci beaucoup les amis, à bientôt! Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.